12. 2025. Nous sommes dans la 4e année, au jour 295 depuis le début de l'invasion totale. Bienvenue, je vous salue. Pour le rapport quotidien, aujourd'hui on constate une nouvelle hausse des frappes de drones ukrainiens sur les infrastructures énergétiques et militaires russes. Pression accrue sur de nouveaux secteurs du front près de Kostiantynivka. Une mission de combat historique de drones kamikazes sous-marins contre des navires de guerre russes, ainsi que des efforts diplomatiques intenses à Berlin, tandis que de nouvelles livraisons pour l'Ukraine sont en discussion. D'abord, un rapide point sur la collecte, 10 765 € sur PayPal et 6 500 € via le compte bancaire. Le don le plus élevé est de 3 000 € et occupe la première place, dans la course pour le drapeau War and Tactics signé, que je remettrai au don individuel le plus élevé. Peu importe le montant, vous accomplissez toujours quelque chose de fort et changez plus que beaucoup de gens en une vie. Toutes les informations à ce sujet se trouvent, comme toujours, tout en haut de la description de la vidéo. Commençons à nouveau par les frappes de drones d'aujourd'hui. D'une part, la centrale thermique de Belgorod a été touchée, d'autre part, des unités de frappe en profondeur des forces spéciales ukrainiennes, en collaboration avec les forces des systèmes sans pilote, ont attaqué l'usine de traitement du gaz d'Astrakhan. L'usine traite du gaz naturel, du concentré de gaz, de l'essence, du diesel et du fioul, aussi utilisés militairement selon les autorités ukrainiennes. La Russie a grandi dans la région de Bryansk, à environ 70 km de la frontière ukrainienne, un site de lancement pour des drones de ce type. Shahed. Des images satellites montrent 3 rampes de lancement fixes pour les drones, Shahed et Gerbera, ainsi qu'une route séparée spécialement aménagée pour les lancements à partir de véhicules porteurs mobiles. La combinaison de rampes de lancement fixes et d'axes de lancement mobiles témoigne évidemment d'une approche d'utilisation mixte. Les lanceurs fixes offrent des lancements fréquents et des procédures de standardisées, tandis que les plateformes mobiles rendent de la détection des contre-attaques ennemies plus difficile et autorisent un déploiement flexible. La position du site permet des lancements hors de portée de nombreux moyens ukrainiens à courte portée, tout en raccourcissant le temps de vol vers les régions nord et centrales de l'Ukraine et en réduisant également le temps de réaction de la défense aérienne ukrainienne. Pokrovsk, Siversk et Kupiansk ont été, et restent en partie, les foyers récents, tandis que la pression s'intensifie sur Kostiantynivka. La ville a pour moi une signification personnelle. Vous savez, en plus de tout cela, je suis aussi pompier volontaire, et au début de la guerre, je me suis dit qu'on pourrait faire un peu plus. Par l'intermédiaire de quelques enfants des caves, on m'a proposé une caserne de pompiers, qui a sa base ici, à Kostiantynivka. Je leur ai fait quelques dons de temps en temps. Un spectateur de War and Tactics a même donné plusieurs appareils respiratoires à air comprimé, récupérés auprès d'une caserne de pompiers, car ils n'étaient plus utiles. Ils sont également allés là-bas et je suis en assez bon contact avec eux. Je vois qu'ils sont en mission tous les jours. Et cela dans des conditions extrêmes. Non seulement à cause de la chaleur du feu et du manque d'équipement, mais aussi en raison de la menace constante de drogue ou d'artillerie. Vous voyez qu'en plus de leur lourd équipement, ils portent aussi gilets pare-balles et casques balistiques. Et c'est précisément cette ville qui continue d'être disputée. Les Russes attaquent ici tous depuis l'Est, à travers une immense zone grise qui a été représentée ici en jaune. Pour nous tous spectateurs, ou pour moi analyste, cela montre qu'il y a très peu de positions fixes. Ici, on trouve des positions ukrainiennes isolées, souvent des trous de tirailleurs comme côté russe. Souvent séparés de quelques centaines de mètres, ils ignorent même la présence d'une autre position à proximité. Et pour moi, il semble vraiment que les Russes essaient à nouveau ici de contourner les positions avec des groupes de sabotage ou des groupes d'infiltration. Surtout dans ce terrain, c'est très intéressant car ici ce n'est pas une plaine. Nous allons le voir tout de suite sur la carte topographique. En effet, il s'agit ici d'un terrain assez vallonné avec de nombreuses vallées au centre, surtout là où l'eau s'accumule. Très peu de géolocalisation dans la zone jaune des deux côtés. Seuls de petits groupes mènent des attaques isolées pour contourner, conquérir ou signaler des positions dans la zone grise. La carte topographique montre encore mieux les deux routes d'attaque. D'une part, en passant par la colline de Chassy-Viard, qui permet de s'approcher assez près de la ville et qui possède aussi une route fortifiée, et d'autre part, par la vallée au sud-est de la ville. Des forces russes ont été repérées ici, à l'épingle bleue, alors qu'elles tentaient tant de prendre un système de tranchées. Les Ukrainiens ont repoussé l'attaque avec des drones, mais les Russes, forcément, sont très présentes dans ce quartier. Il semble qu'ils profitent à nouveau des failles dans la défense ukrainienne, pour se regrouper à proximité de la ville et ensuite obtenir des gains de terrain auxquels ils peuvent s'accrocher, jusqu'à ce que les unités suivantes occupent ces positions et puissent continuer le combat dans la localité.
Comme je l'ai dit, s'il y avait des géolocalisations russes, elles étaient toutes ici, dans ce quartier. Nous pouvons aussi revoir la carte sur Google Maps, car elle est toujours assez à jour. C'est exactement cet endroit. Les Russes ont été vus ici aujourd'hui, et ce système de tranchées vient d'être combattu. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi eu quelques géolocalisations ici, isolément dans ce quartier. Ce qui signifie que des soldats russes ont probablement déjà pu percer ou s'infiltrer à un autre endroit, probablement d'ici en bas. S'il n'y avait plus de nouvelles tranchées, j'imagine que les Russes ont trouvé une connexion ici à un moment. Parce qu'ici, c'est assez bien défendu. Je repère 1, 2, 3 positions ukrainiennes ici, mais presque rien d'autre. Dans une zone difficile à surveiller, alors qu'ici, ce flanc a été mieux protégé. Ici, nous voyons encore les anciens systèmes de tranchées d'Ukraine, un vaste réseau de tranchées reliées. C'est toujours très dangereux. Pourquoi ? Je l'ai déjà expliqué très souvent, pour résumer brièvement, si les Russes parviennent à pénétrer quelque part ici, alors les Ukrainiens ne pourront plus les isoler. Et les Russes ont théoriquement la possibilité, tout en étant protégés par le fossé, de continuer à avancer, et de repousser à nouveau les Ukrainiens d'ici, pour ensuite prendre le contrôle du système eux-mêmes. Ce sont plusieurs systèmes de tranchées isolés, plus espacés les uns des autres et se couvrant mutuellement. On pourrait ainsi isoler les Russes à cet endroit et les cibler, sans risque pour les autres systèmes. Mais comme je l'ai dit, ceci date encore des temps anciens, donc d'il y a environ 1 an. Car les Ukrainiens n'ont changé que récemment leur façon de réorganiser leur système. Restons encore un instant sur les drones, et cette fois, regardons les drones sous-marins. Le service de sécurité de l'Ukraine ukrainien diffuse une vidéo au port de Novorossiysk. Ils annoncent ici la première utilisation mondiale confirmée de drones kamikazes sous-marins en combat. Vous connaissez le drone Sea Baby ukrainien, et ils ont maintenant une nouvelle version. C'est en quelque sorte le Subsea Baby, donc le Sea Baby sous-marin, qui a été utilisé ici. D'après l'Ukraine, des drones ont frappé un sous-marin russe du projet 636-3 appelé Classe Kilo par l'OTAN. Un sous-marin similaire avait déjà été détruit lors d'une attaque aérienne, constituant la première perte russe ici. L'explosion a causé de graves dégâts, rendant le sous-marin inopérant. Le sous-marin concerné était équipé de 4 lanceurs de missiles de croisière calibre, que la Russie utilise régulièrement pour des attaques contre le territoire ukrainien. L'opération a été menée conjointement par la 13e, direction principale du contre-espionnage militaire du service de sécurité de l'Ukraine et la marine ukrainienne. Un sous-marin de cette classe est estimé à environ 400 millions de dollars. Avec les sanctions actuelles, j'estime une nouvelle construction à 500 millions de dollars. La classe Kilo est considérée comme difficile à détecter en raison de sa faible signature acoustique. C'est pourquoi on l'appelle aussi le trou noir, c'est-à-dire le trou noir. Vous savez quoi ? Plus effrayant encore, les Ukrainiens ont, comme on le voit, accès aux caméras de surveillance d'un port militaire. Il faut se demander depuis quand ils peuvent suivre les navires présents dans le port, à quel moment, pour combien de temps, et quelles marchandises, armes ou unités sont sur place. Et si vous pouvez déjà tout voir ici, je me demande à quelles autres caméras vous avez encore accès en Russie. Pour moi, c'est une gifle pire que le sous-marin touché. Un peu comme en 2023 quand des hackers ukrainiens ont piraté les Russes lors d'une conférence en ligne sur la cybersécurité. Ils ont diffusé leur hymne national et coupé le son des Russes pendant la conversation. Je l'ai souvent dit, selon moi les services de renseignement ukrainiens sont très efficaces sous la direction de Muranov. Des discussions de haut niveau sur la politique future concernant l'Ukraine ont actuellement lieu à Berlin. Zelensky, sa délégation, plusieurs dirigeants européens et une délégation américaine menée par l'envoyé spécial Witkopf sont arrivés. L'objectif central des discussions à Berlin est de formuler une position commune entre l'Ukraine, les principaux États européens et les États-Unis, afin de pouvoir aborder Moscou de manière unie. Au fond, il s'agit d'éviter de se retrouver dans une situation où Washington et la Russie négocient de facto de manière bilatérale sur l'architecture de sécurité de l'Europe et les intérêts fondamentaux de l'Ukraine. Pourquoi cette rencontre a-t-elle lieu ? Parce que la dynamique des négociations est actuellement fortement influencée par les États-Unis et que plusieurs questions fondamentales restent ouvertes. Contrôle territorial, garantie de sécurité, statut d'alliance de l'Ukraine et quel levier l'Occident est vraiment prêt à utiliser. Les Européens veulent s'assurer qu'un éventuel cessez-le-feu ne se traduise pas simplement par un gel temporaire du front, que la Russie utiliserait pour reprendre l'offensive plus tard, mais que des mécanismes solides de dissuasion et de sécurité pour l'Ukraine soient instaurés. On voit ici une proximité démonstrative de notre chancelier fédéral avec Volodymyr Zelensky, qui est assis au milieu de la délégation ukrainienne et non quelque part entre les deux parties. Parce qu'ils veulent envoyer un signal d'unité.
L'Ukraine n'est pas un objet mais un sujet des négociations. C'est dommage que la partie américaine soit simplement de l'autre côté de la table, comme pour des négociations, au lieu de vraies discussions constructives entre alliés. Le meilleur résultat des discussions serait une position européenne et américaine commune, avec laquelle on pourrait justement se tenir face à Poutine et aussi aller vers lui, pour ensuite exercer une pression commune sur lui, afin qu'il envisage enfin un cessez-le-feu et la paix. Selon la chaîne Telewizja Polska World, la Pologne envisage de livrer jusqu'à 8 anciens chasseurs Mikoyan Gurewicz, 29 à l'Ukraine, dans le cadre d'un possible échange technico-militaire. Ces appareils, situés dans l'ouest de la Pologne, sont jugés obsolètes et pourraient en être remplacés par des systèmes occidentaux. Ce transfert offrirait principalement des avantages opérationnels immédiats à l'Ukraine, car le Mikoyan Gurewicz 29 fait déjà partie de son armée de l'air. Et il n'y aurait donc pas besoin de phase de reconversion ou d'adaptation pour les utiliser. Cependant, ils restent moins modernes que ses équivalents occidentaux actuels. Un remerciement tout particulier va aux membres de l'équipe Algecru Konami et surtout au colonel Dreneke, Robert Ziller et Dietrich. Et sur ce, je vous remercie à nouveau de m'avoir écouté. Abonnez-vous, commentez et à bientôt pour le prochain rapport.